La santé mentale au travail n'est pas un sujet à la mode. C'est un sujet de responsabilité et souvent un sujet de décision difficile à prendre. Diriger, manager, piloter une organisation, c'est aussi savoir repérer quand une situation devient fragile, quand une personne va mal et quand l'inaction devient un risque humain, collectif et organisationnel. Dans cette série spéciale La santé mentale au travail, je reçois le Dr Agnès Martineau-Arbès, médecin du travail, experte du sujet, praticienne de terrain depuis de nombreuses années et analyste transactionnelle. Ensemble, nous parlons sans dramatiser, mais sans détour, comment repérer une personne en difficulté, comment l'aborder, comment l'accompagner dans la durée, comment réagir face à des situations aiguës ou urgentes, et comment agir en responsabilité en tant que manager ou dirigeant. Ici, vous n'entendrez ni recettes miracles, ni discours culpabilisants. Vous entendrez des repères clairs, des mises en perspective solides et des conseils concrets, à la fois pour les personnes concernées et pour ceux qui ont à décider et à agir. Vous écoutez La santé mentale au travail, une série spéciale du podcast La Minute Humaine. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Agnès. Bonjour bienvenue. Xavier. Bonjour. Merci Bonjour. de ton accueil. Avec grand plaisir, c'est une joie pour moi de faire ce podcast avec toi. On va faire quelques épisodes où on va parler de ce qu'est un salarié en difficulté, comment il peut évoluer dans une entreprise, comment il peut être pris en charge, etc. On va regarder tout ça ensemble. Il me fait plaisir de t'accueillir et de te permettre de te présenter comme j'aime le faire, en répondant aux questions que je pose dans le premier épisode, La Minute Humaine. Je suis un mélange de rôles, de rêves et de doutes. Alors, quels sont les rôles que tu as tenus dans ta vie passée qui donnent une sensation de qui tu es? Le premier rôle qui me vient à l'esprit et qui me semble absolument prépondérant par rapport aux autres, c'est que je suis une femme. Je suis une femme qui a la chance d'être née en France avec suffisamment de liberté pour assumer un rôle de femme indépendante, émancipée et libre. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres pays, et je mesure la chance que j'ai de vivre dans ce pays aujourd'hui. Mon deuxième rôle majeur, c'est celui de mère. J'ai 2 enfants que je chéris. Nous avons eu le malheur de perdre Hervé, le père de mes enfants, il y a plus de 25 ans maintenant. Et le lien qui s'est créé avec mes enfants depuis est quelque chose qui me nourrit, qui me maintient en vie et qui me porte. Merci Agnès. C'est très touchant ce que tu dis. C'est très humain. Et puis, c'est mon rôle de médecin. J'ai toujours voulu être médecin aussi longtemps que mes souvenirs me portent. Je ne sais pas si c'est la formule, mais depuis mes premiers souvenirs, j'ai voulu être médecin. À 5 ans, j'ai opéré mon ours et je n'ai jamais changé d'avis. Donc je suis devenue médecin et je suis maintenant en fin de carrière et j'aime toujours autant ce métier. En parlant de rêves, quels sont les rêves que tu as déjà réalisés? J'ai rêvé très jeune de faire le tour du monde et j'ai réalisé ce rêve. J'ai même fait beaucoup plus que le tour du monde depuis. J'ai rêvé d'avoir une vie de voyageuse et j'ai une vie de voyageuse. L'autre rêve, c'est de devenir médecin. C'est devenu un objectif puis une réalité. Et quels sont les rêves que tu n'as pas encore réalisés? J'ai coécrit un petit livre et mon rêve, c'est d'en écrire d'autres. J'ai beaucoup de choses à dire et à écrire et j'ai envie d'être lue. D'accord. Donc mon rêve, c'est d'être lue. Donc pour ça, il faut écrire. Il faut écrire. Et tu as déjà écrit un livre, tu dis? Oui, j'ai coécrit un livre avec 2 complices qui s'appelle Idées reçues sur le burn-out. J'ai été à un moment donné de ma carrière très focalisée sur les problématiques du burn-out. J'ai beaucoup participé à des études statistiques, à la démonstration de la place du burn-out dans les psychopathologies du travail dans les années 2010. Et donc nous avons coécrit ce livre pour tordre le cou aux idées reçues sur le burn-out. Il est paru quelle édition? Les éditions du Cavalier Bleu et la collection Idées reçues. Nous l'avons mis à jour en 2016. Donc c'est toujours d'actualité. Toujours. Quels sont les doutes qui te préoccupent encore aujourd'hui? Je suis un abîme de doutes. J'ai toujours douté.
Et je pense que c'est une compétence de savoir douter. Ça permet une remise en question régulière, ça permet de conserver une certaine humilité. Et je pense que douter, c'est penser. Donc, quels sont les doutes qui m'habitent le plus aujourd'hui ? Eh bien, c'est un doute sur la transformation de la société. Que va-t-elle devenir ? Je vois la société dans laquelle nous vivons comme une société extrêmement chaotique. Et même si je ne doute pas une seconde que du chaos naîtra quelque chose de nouveau et salutaire, j'ai quand même un doute profond sur la manière dont nous allons traverser ça. Je crains que nous en souffrions beaucoup. Quels sont les doutes que tu as parvenu à dissiper avec le temps ? Je ne doute plus que la vie m'apporte des solutions. C'est beau, merci. Un deuxième chapitre que j'appelle mini-portrait sensoriel. Sensoriel parce qu'il fait appel au sens. C'est ce qui définit un être humain, notamment. Est-ce qu'il y a une odeur d'enfance dont tu aurais envie de parler ? C'est marrant, c'est l'odeur du synthol de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère. Le synthol, c'était un produit qui est désormais interdit, mais qui soignait tout. Le mal aux dents, les tendinites, les douleurs, les bleus, le rhume. Donc elle avait toujours sur elle, dans son fichu noir, elle était toujours habillée de noir. C'était une vieille paysanne ariégeoise qui avait connu la faim, qui avait travaillé dur toute sa vie. Donc elle avait toujours sur elle ce flacon de synthol dont elle se couvrait systématiquement au moindre bobo. C'est cette odeur-là qui revient. C'est amusant, il y a un point commun dans ma présentation. Moi, je parle du baume des Pyrénées, que ma grand-mère avait, qui est une pommade qui avait un parfum très très particulier qu'on ne trouve plus non plus aujourd'hui. Si toutes les madeleines de Proust étaient des remèdes. Hein. Est-ce qu'il y avait un endroit refuge, ou encore aujourd'hui, ça peut être un endroit refuge d'aujourd'hui, ou un endroit refuge du passé ? Alors les livres, très tôt. La lecture est mon loisir favori. Très tôt, j'ai lu beaucoup. Et les livres sont mon endroit refuge, par excellence. Et je peux les amener partout. Et justement, un livre qui t'a marqué. Oh, un seul ? Oui, un qui sort du lot. Aujourd'hui, de ce qui te vient là maintenant. Je choisis un auteur, pas un livre, c'est trop dur. Un auteur ou un livre, éventuellement un livre qui traverse les années. Bon, ok, je choisis Albert Camus, qui a bouleversé ma vie. Je l'ai lu assez jeune, et il a bouleversé, il a donné un tournant à ma vie, et donc un de ses livres, je dirais L'étranger. C'est ce que j'avais en tête. La peste, mais il y en a, mais bon, son discours de Suède est fantastique. Enfin bon, après tous les carnets qu'il a écrits, mais c'est difficile de choisir. Mais voilà. D'accord, mais je prends l'auteur. Est-ce qu'il y a une phrase qui te suit à travers les années ? 100% des gagnants ont tenté leur chance. Une relation qui t'a transformé ? Alors j'ai fait des rencontres fondatrices. Et donc là aussi, je ne peux pas en citer qu'une. Celle dont tu peux parler ici. En 2007, une dame qui faisait des formations en programmation neurolinguistique que j'ai rencontrée à l'occasion d'une formation au sein de mon entreprise et qui était psychologue de formation, qui a littéralement, par les formations que j'ai faites avec elle et les discussions que j'ai pu avoir avec elle, qui a littéralement donné un tournant très très important dans ma vie par l'éclairage qu'elle m'a donné sur ma relation aux autres et ma relation avec moi-même. Très bien. Un endroit où tu respires. Un voilier sur la mer. Alors je propose le troisième chapitre qui est la transformation de ma vie. Est-ce que tu pourrais décrire une transformation que tu as réalisée dans ta vie et dont tu peux être fier aujourd'hui ? Je ne pense pas faire acte de vantardise en disant que j'ai réussi pendant les années, durant les 6 ans qui viennent de passer, 6-7 ans qui viennent de passer, j'ai réussi à transformer l'idée que se faisaient les salariés de l'entreprise de la santé au travail pour une idée beaucoup plus juste. J'ai travaillé d'arrache-pied pour ça, parce que le travail de médecin du travail est très décrié, très peu reconnu. Les professionnels de santé au travail en général sont très peu reconnus, décriés, contestés, critiqués. Un de mes objectifs dans le travail que j'ai effectué durant ces 6-7 dernières années, c'était justement de redonner son image et redonner justice à la santé au travail. L'autre chapitre, c'est ma singularité, en l'occurrence la tienne. Est-ce que tu pourrais en parler un peu ?
De ma singularité. Ta singularité, c'est-à-dire ce qui est singulier dans la manière dont tu fais les choses, dans qui tu es, et qui te met en joie. En général, c'est là qu'on la trouve, sa singularité, ça nous met en joie. Ce qui me met en joie, d'abord c'est de jouer, danser, faire la fête, bien manger, voir des amis, mais ça ce n'est pas singulier, c'est très profondément humain. Ce qui fait ma singularité et ce qui me met en joie, c'est ma capacité à faire aux autres ce que j'aime bien qu'on me fasse. Je me suis rendu compte à quel point faire ça, c'était puissant. J'imagine que ce que tu dis là est très fort et que professionnellement, il y a beaucoup de gens qui ont dû profiter. C'était bien l'objectif. De cette singularité-là. C'était bien l'objectif. Et notamment puisque j'étais médecin du travail et que je recevais des gens qui allaient bien, parce que le travail permet d'aller bien aussi, il ne faut pas l'oublier, mais parmi les gens au travail, il y avait des personnes en souffrance qui vivaient des situations de solitude extrême, même s'ils étaient entourés, et qui ont été, je pense, très réconfortés et qui se sont sentis accueillis parce que je leur proposais. Oui. Je leur ai fait ce que j'aurais bien aimé qu'on me fasse si j'avais été dans leur situation. C'est-à-dire les accompagner et être avec eux pour les soutenir. Et c'est bien pour ça que c'est toi que j'invite ici, pour cette singularité-là. Bien, je te remercie pour ça. Avec le docteur Agnès Martineau-Arbès, nous abordons le sujet « Qu'est-ce qu'un salarié en difficulté ?» Agnès, je te laisse la parole, le temps qu'il te faut pour parler de ce sujet qui donne des informations intéressantes et utiles pour les gens qui nous écoutent. Oui, je pense que c'est un sujet particulièrement important pour l'avoir observé très fréquemment dans le milieu de travail. Des personnes sont en difficulté au travail, dans le contexte du travail, et on ne sait pas comment les aborder, et surtout, on n'est pas sûr. Pour les managers, c'est un vrai défi. Je vais me permettre de résumer le rôle de manager de manière très synthétique, mais quels sont les objectifs d'un manager finalement ? C'est dans l'ordre, je choisis l'ordre délibérément, en premier, faire en sorte que ses collaborateurs et son équipe se sentent bien au travail et produire ce que l'équipe doit produire pour l'entreprise. Le deuxième objectif va de soi. On est là pour travailler et pour produire un travail qui va faire avancer l'entreprise dans sa production, quelle que soit la production. Faire en sorte que l'équipe se sente bien, ce n'est pas si évident et c'est jamais dit vraiment de manière aussi claire. J'ai vu très peu d'entreprises qui, dans une fiche de mission de manager, avaient écrit de manière très claire temps managérial 30%, ou 20%, ou 10%. Quand un poste est donné à un manager, on ne lui dit jamais qu'il aura à prendre soin de son équipe en premier objectif. Et pourtant, on est bien rattrapé par la réalité. Et la réalité du quotidien, c'est que de temps en temps, les personnes ne se sentent pas bien au travail. Un manager a le devoir de savoir repérer un collaborateur en difficulté alors qu'il n'est ni médecin, ni psychologue, ni assistante sociale et qu'il n'a pas forcément appris à faire ça. Donc mon propos aujourd'hui, c'est de vous définir brièvement, mais concrètement et pragmatiquement, les signaux faibles qui pourront vous faire dire à un moment donné, j'ai le sentiment que cette personne ne va pas bien et c'est ma responsabilité, je vais m'en occuper. Est-ce que c'est clair ? C'est OK ? C'est très clair et ça vient confirmer ce que je fais dans le travail quand j'accompagne une organisation avec l'élément humain. Le leadership, le management est vu par l'élément humain comme quelqu'un qui vient compléter, c'est-à-dire qui va observer en permanence ce qu'il manque dans l'organisation, dans une équipe. Bon, c'est pas juste il manque des stylos pour pouvoir écrire. Bien sûr. Il manque quelque chose dans l'ambiance, il manque quelque chose dans les interrelations, il manque quelque chose à tous les niveaux. Le travail, c'est OK, comment j'amène ce qui est à amener ? Oui, ça fait écho à ma propre mission qui est de faire en sorte que les gens ne tombent pas malades ou n'aggravent pas une pathologie préexistante ou n'aient pas d'accident sur les lieux de leur travail ou à l'occasion du travail. Donc ça s'appelle dans mon métier la maîtrise du risque. Ici, on parle bien de risques psychosociaux. Je vais dire tout de suite le mot valise connu de tous, ou le stress au travail aussi. Et donc, dans cette démarche de prévention des risques psychosociaux, où la détection d'une personne en difficulté est une des démarches majeures, il s'agit d'observer non seulement ce qui est, mais aussi ce qui n'est pas, ce qui va et aussi ce qui ne va pas. Et c'est grâce à cette observation, qui est une observation, encore une fois, pragmatique et de terrain, qu'on peut agir.
Alors quels sont les éléments qui peuvent être observés pour ce manager, pour ce dirigeant, pour ce chef d'équipe, ce directeur, ce chef de service? Le préalable à tout ça, c'est de connaître ses collaborateurs. On ne pourra jamais se rendre compte qu'un collaborateur est en difficulté si on ne le connaît pas. Donc, dans son rôle de soutien à l'équipe, le manager doit connaître chacun de ses collaborateurs, doit une fois de temps en temps faire des entretiens en tête-à-tête, et puis des entretiens d'équipe, prendre des nouvelles, etc., etc. Donc la première chose, c'est ça. Parce que si la personne se met à ne pas aller bien, on aura un point de comparaison avec son état nominal. Et j'insiste là-dessus parce que le premier signal d'un collaborateur en difficulté, c'est son changement d'habitude et de comportement. Et c'est un changement qui dure au moins 15 jours. 15 jours, c'est à la fois très long pour une personne qui souffre, mais très court pour un manager qui a le nez dans le guidon avec ses activités. Quand vous observez un changement de comportement, un changement d'attitude, un changement d'allure, de posture, un changement qui dure plus de 15 jours, c'est un signal d'alerte que vous devez prendre en compte, vous les managers. Pas vous seulement, mais vous en première ligne, les managers. Il y aura les RH, bien sûr, les partenaires sociaux, les collègues, mais vous avez une responsabilité que ceux que je viens de nommer n'ont pas. Observer un changement qui dure plus de 15 jours doit vous amener à vous poser la question, qu'est-ce qui ne va pas ? 15 jours, c'est quelque chose que tu as observé toi-même ? Oui. Et 15 jours, c'est une durée qui est évidemment empirique, qui est née de l'observation, mais qui revient régulièrement dans les échanges que nous avons avec les pairs, avec les médecins, les psychologues du travail, etc. Ce délai de 15 jours est suffisamment intégré pour être une espèce d'aide à la décision. Pour certaines personnes, ce sera un peu plus tôt, si le changement est vraiment radical et spectaculaire, entre guillemets. Pour d'autres, ce sera plus long, plus insidieux. Mais le délai de 15 jours pour se poser clairement, en conscience, la question « il y a quelque chose qui ne va pas, je dois agir », c'est tout à fait pertinent. Donc, quels sont les signaux faibles qui nous montrent qu'une personne est en difficulté ? Il y a 4 types de manifestations. Et des manifestations pour lesquelles on n'a pas besoin d'avoir fait 10 ans de médecine ou 4 ans d'études infirmières ou des études de psychologue du travail pour les reconnaître. Le premier type de manifestation, ce sont les manifestations physiques. Dans les manifestations physiques, il y a les troubles du sommeil. 90% des gens en mal-être au travail et qui commencent à avoir vraiment des difficultés du fait du travail ou en lien avec le travail ont des troubles du sommeil. Le sommeil est souvent altéré dans le sens insomnie et les insomnies se manifestent surtout en fin de nuit, ce qu'on appelle les réveils précoces à 4 heures du matin qui sont souvent accompagnés des ruminations professionnelles. C'est le travail qui s'invite dans votre sommeil, qui vous éveille et qui vous empêche de vous rendormir. Et à ce moment-là, dans les 4 heures du matin, vous pensez au rapport que vous n'avez pas terminé, à la conversation avec le client qui s'est mal passée, aux soins avec le patient que vous n'avez pas pu terminer correctement, etc., etc., etc. Donc, le trouble du sommeil vient en premier. En deuxième lieu, il y a les douleurs rachidiennes, les lombalgies, les douleurs cervicales, les tendinites, les torticolis, les cervicalgies, les douleurs digestives, les migraines, qui petit à petit vont devenir de plus en plus fréquentes. Ça, c'est une manifestation physique dont vous pouvez vite vous rendre compte quand vous entendez la personne dire « Oh là, j'ai encore mal au dos, je suis allé voir le chiropracteur parce que j'ai encore un torticolis ou j'ai été bloqué des cervicales. » Vous voyez que ce sont des choses où il faut des questions très simples, des questions de tous les jours que vous pouvez tout à fait poser sans pour autant être intrusif. De la même manière que pour les troubles du sommeil, vous pouvez voir les cernes sous les yeux, la personne qui a un teint grisâtre, qui est fatiguée, qui s'endort en réunion. C'est vrai qu'il y a des réunions qui sont un peu barbantes, d'accord. Mais quand la personne s'endort assez facilement et de manière récurrente, on peut vraiment légitimement se poser la question. Dans les autres manifestations physiques, il y a le grignotage ou au contraire l'anorexie. La personne a l'appétit coupé parce qu'elle se sent mal, ou au contraire, pour compenser cette frustration chronique, elle va se mettre à grignoter tout le temps. Et quand on grignote, c'est rarement de la salade et des carottes râpées. Donc on mange des sucreries ou des choses grasses qui font grossir. Et donc il y a des variations de poids rapides, dans un sens ou dans l'autre. Vous pouvez voir des gens prendre 5-7 kilos, ou au contraire les perdre. Et ça doit vous alerter quand c'est brutal. Donc parmi les manifestations physiques, il y a aussi la négligence vestimentaire. Une personne qui était plutôt toujours bien apprêtée et qui petit à petit va venir avec des vêtements qui sont pas vraiment nets, un peu dépraillés,
pas assortie, alors qu'elle avait l'habitude d'être plutôt coquette, etc., etc. Donc ça, ce sont des signaux de manifestation physique que l'on peut observer de manière très classique. Plus grave, puisque ces signaux faibles, si la situation continue, elle va empirer. Et ces signaux faibles vont devenir des signes de gravité, donc ça peut aller jusqu'au malaise, la perte de connaissance, des accès de tension, ou des choses comme ça que vous pourrez observer sans pour autant prendre l'attention de la personne, mais des rougeurs, des accès de malaise, des gens qui disent « Oh là là, j'ai l'impression que ça va pas, j'ai la tête qui tourne, etc. » Ça, ce sont des choses que vous pouvez observer. Voilà pour les manifestations physiques. C'est très intéressant, tu apportes des éléments très concrets, et je me dis que ça pourrait être aussi une liste de critères de sélection pour pouvoir dire un tel peut être manager ou pas. Est-ce qu'il a l'aptitude de repérer ce genre de choses? On sait que le poste de manager peut parfois être un poste de promotion, mais il n'a pas nécessairement cette aptitude de prendre ces mesures-là, de passer du temps, d'observer, même avec la meilleure volonté du monde, parce que c'est pas sa singularité, justement, comme je disais dans la présentation. Culturellement, dans les entreprises françaises, comme tu l'as dit, obtenir un poste de manager, c'est obtenir une promotion. C'est vécu comme une promotion. Je ne suis pas surprise que depuis 2-3 ans maintenant, les postes de manager soient refusés par ceux à qui on les propose, dans bien des cas. On assiste à un phénomène depuis 2-3 ans, nouveau, c'est que des managers potentiels refusent le poste de management qu'on leur propose parce qu'ils ne veulent pas manager. C'est une très bonne nouvelle en soi. Je te fais une réponse de médecin, ça dépend. Oui. Parce que les personnes qui refusent en disant « je ne suis pas capable de manager » ont cette conscience de ne pas être capable de manager, et puisqu'ils ont cette conscience, ils ont la capacité de changer. J'ai croisé des dizaines de managers qui ont été promus managers, qui ont fait ce qu'ils ont pu, parfois avec la meilleure volonté du monde, pour manager et qui n'ont pas su manager dans des situations de difficulté et qui ont été en difficulté eux-mêmes, on l'oublie trop souvent, qui ont aussi généré des difficultés pour leurs collaborateurs. Ça peut aussi apporter un éclairage sur l'isolement du manager. Absolument. Et ça, c'est un sujet. De par cette posture. Si cette formation est là, c'est aussi et surtout pour eux. Je suis absolument convaincue que actuellement, la population des managers, et notamment des managers de proximité et managers encadrement moyen, font partie des populations les plus en difficulté et qui souffrent le plus de stress chronique au travail ces temps-ci. Et ils sont les bienvenus dans ce podcast La Minute Humaine, justement, pour avoir des outils et bien sûr, retourner sur le terrain. Et entendre qu'ils ne sont pas seuls. Qu'ils ne sont pas seuls. Et que ce qu'ils vivent est normal aussi. Ce qu'ils vivent est malheureusement normal. Ce qu'ils doivent savoir aussi, c'est que les choses s'apprennent. Ce n'est pas inné, le management. Certaines personnes sont plus douées que d'autres parce que leur histoire leur a permis d'avoir des ouvertures, d'une attention que d'autres n'ont pas. Mais néanmoins, il y a des techniques qui s'apprennent et qui permettent de se sentir à l'aise dans le management sans pour autant être le roi des managers et en sachant qu'on peut commettre des erreurs. Mais néanmoins, éviter les pires erreurs de management, c'est tout à fait accessible. La deuxième catégorie des manifestations, qui est la catégorie des manifestations émotionnelles. Donc vous avez une personne qui est en mal-être, qui est fatiguée, puisqu'elle ne dort pas depuis au moins 15 jours, parfois des semaines et des mois. Elle est fatiguée, et puisqu'elle est fatiguée, elle n'a pas régénéré ses ressources à la fois biologiques et cognitives. Tu sais que le sommeil sert à ça, régénérer les phénomènes physiologiques, homéostasiques et psychiques. Donc quand on dort mal, on ne régénère pas tous ces phénomènes correctement, ce que certains appellent l'énergie. Et puisqu'on est fatigué, on est beaucoup moins tolérant aux variations émotionnelles. On devient irritable. Donc on manifeste souvent de la colère, mais de la colère pour des choses qui ne nous auraient même pas touchés quelques semaines avant. On est irritable, on est nerveux, on est plus sensible aux critiques. Donc le sentiment de persécution est plus exacerbé. On a tendance à se replier sur soi, à être triste et anxieux. L'humeur est labile. On peut être très joyeux le matin, triste l'après-midi sans que rien ne se soit passé de particulier, et ces manifestations émotionnelles sont de moins en moins maîtrisées. À mesure qu'on s'enfonce dans la fatigue et dans le mal-être, la manifestation émotionnelle est de moins en moins maîtrisée, et elle n'est jamais orientée vers la manifestation de joie qui est la seule émotion favorable. Donc vous voyez petit à petit une personne qui devient triste, fermée, critique, voire cynique vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de l'entreprise, irritable, nerveuse, qui se méfie de tout le monde. Et derrière ça, si vous cherchez un tout petit peu plus, vous allez trouver très vite l'émotion secondaire de la culpabilité et de la honte. Pour aller chercher la culpabilité et la honte, je pense que, en tant que manager, vous aurez des difficultés à moins de bien connaître la personne. En revanche, tout le reste, vous pouvez juste l'observer.
Le troisième type de manifestation, ce sont les manifestations cognitives. Donc les manifestations cognitives, c'est toute la capacité d'élaboration de l'intelligence à élaborer. Plus on est fatigué, moins on a de ressources en énergie, plus le psychisme est envahi par l'anxiété, par la colère, et moins on est capable d'élaborer des tâches qui avant ne nous demandaient aucun effort. Donc on a l'impression de beaucoup moins bien mémoriser, et effectivement on mémorise moins. Ça voudrait dire que l'énergie psychique est utilisée à autre chose? À lutter contre l'état de fatigue et l'état de stress et d'angoisse, bien sûr. Ouais. Il y a un encombrement psychique par ces idées noires qui sont suscitées par l'émotion négative. Cet encombrement psychique ne laisse pas de place à l'énergie d'élaboration. Donc on mémorise moins bien, on se concentre moins bien, on fait des erreurs, des mails envoyés à Paul au lieu d'être envoyés à Jacques, les fautes d'orthographe, l'incapacité à suivre un argumentaire trop long, le décrochage pendant des réunions où pourtant on est impliqué, des oublis. Tout ça, petit à petit, ça va s'installer très progressivement en fonction de l'état de fatigue. Est-ce qu'il y a une gradation dans les 3 catégories de signaux faibles? Ou est-ce qu'on peut commencer directement à l'émotionnel, sans passer par le physique, par exemple? Encore, et sans doute, on le fera souvent ensemble, de faire la réponse favorite des médecins, c'est ça dépend. Ça dépend des personnes, de leur histoire, de leur capacité à faire face, de leur capacité à ne rien montrer. Il y a des gens qui sont entraînés comme des bêtes de concours depuis l'enfance à ne pas montrer leurs émotions, et donc qui même dans des états de fatigue extrême et de mal-être extrême ne montreront aucune émotion, mais qui en revanche montreront des signes de somatisation flagrants, ce qu'on appelle les pathologies de surcharge, et là à des niveaux déjà de gravité avancés. Pathologie de surcharge, c'est la crise cardiaque, la poussée de tension artérielle, ce genre de choses, où ils ont tellement encaissé que émotionnellement ils refusent, ils sont dans un déni notoire, clairement visible, de leur état, donc un déni du risque, et donc c'est le corps qui lâche en premier. Certaines personnes se manifesteront plus par des accès de colère, lancer un dossier en travers d'une salle ou taper du poing sur la table ou que sais-je. D'autres au contraire prendront 10 kilos, ne montreront aucun autre signe que prendre 10 kilos. Mais ce qu'on observe la plupart du temps, c'est que en fait c'est un faisceau de toutes ces manifestations qui petit à petit va grossir. Au début, on a 2-3 signaux, et au bout de 15 jours, en général, quand on commence à se dire « Oh là là, il n'a pas l'air d'aller bien celui-là », on l'entend cette phrase, dans les couloirs des bureaux, dans la rue, on entend « Oh là, il n'a pas l'air d'aller bien », mais c'est quoi « pas l'air d'aller bien » ? C'est tout ce faisceau de manifestations qui dépend de l'individu, mais qui surgit hors de la normalité, hors de l'habitude de la personne. Dans l'enquête que j'ai faite avant de lancer ce podcast, j'ai eu énormément de questions sur le sujet des émotions, comment les gérer, comment vivre avec, etc., etc. Donc il y aura des épisodes dédiés au sujet des émotions, mais est-ce que tu pourrais en dire un petit mot là maintenant? Oui, tu as raison, c'est quand même essentiel de savoir ce que c'est qu'une émotion. Qu'est-ce que c'est une émotion? La première personne qui a défini et diffusé cette définition des émotions, c'était Darwin. Il a défini, je crois à l'époque, 6 émotions: la surprise, la peur, la colère, la tristesse, la joie, le dégoût. Puis, petit à petit, les définitions se sont affinées et maintenant, selon les écoles, sont dénombrées 5 ou 4 émotions. Les 4 principales, c'est joie, tristesse, colère, peur. La surprise vient avec la peur. Et puis il y a une autre école, j'avoue que j'adhère plus à ça, qui rajoute le dégoût. Le dégoût, c'est pas une peur, c'est pas une colère, c'est le dégoût. Et en fait, cette distinction, elle est pour les puristes et pour ceux qui ont envie de se gratter un peu le nombril quand même. Donc on va rester dans le concret, parce que c'est ça qui nous intéresse, hein. Entre la théorie et la pratique, la différence c'est quand même la pratique. Donc qu'est-ce qui se passe pour une émotion ? L'émotion, d'abord, où est-ce que ça se passe ? Ça se passe dans le cerveau et dans une zone qui n'est pas la zone de la conscience. Autrement dit, une émotion, quand elle surgit, n'est pas sous l'autorité de la conscience. On ne décide pas d'avoir une émotion. L'émotion, elle surgit, elle est là, que vous le vouliez ou non. C'est pas une question de volonté, puisque c'est pas conscient. Elle surgit au niveau de l'hippocampe et de l'amygdale cérébrale. C'est une petite zone profonde au niveau du cerveau et loin de la matière grise et du néocortex qui est la zone de la conscience. Donc l'émotion surgit et elle va immédiatement provoquer un comportement inconscient. Et presque immédiatement après aussi, tout ça, ça se passe dans des fractions de secondes, ça va devenir conscient.
Ça va passer au niveau du néocortex cérébral, néocortex frontal en l'occurrence, pour ceux que ça intéresse, et devenir conscient. Et à partir du moment où l'émotion devient consciente, on a quelque chose qui est transformé en sentiment, et là il y a une multitude de sentiments et de mots pour ça, pour caractériser le sentiment, et surtout un comportement qui va être le plus rationnel possible, ou en tout cas voulu comme rationnel par la personne. C'est très lumineux ce que tu dis là, et à mon avis déculpabilisant aussi pour les gens qui sont peut-être plus sensibles que d'autres et qui sont en difficulté de les cacher. Parce que tu m'avais parlé aussi d'un rapport qui disait que dans le monde du travail, il ne faut pas montrer ses émotions. Et tu veux en parler un petit peu, quelques secondes à ce sujet-là? Quelques minutes peut-être, plus que quelques secondes. Le temps que tu veux. Tu es mon invité en tant qu'experte et donc c'est important d'aller au bout des sujets. Oui, quand j'ai commencé ma carrière de médecin du travail, parce que j'ai pas toujours été médecin du travail, donc j'ai commencé tard, début des années 2000, en l'occurrence en 2000. Je suis rentrée dans une entreprise un jour, très tôt après ma prise de fonction dans le service où je travaillais, et j'ai entendu quelqu'un de très sérieux, un directeur, qui me disait la chose avec conviction, sérieux. Il était absolument convaincu de ce qu'il disait. Il me dit un jour, moi de toute façon, mes émotions, je les laisse à la maison. Et je me suis dit, il est fort. Mais comment peut-il faire? Bon, ça c'était pour la boutade évidemment, c'était un peu ironique, hein. Pas une moquerie, mais quand même petit trait comme ça. Je lui ai dit c'est très fort ça, mais comment faites-vous? Il me dit je fais en sorte de pas montrer mes émotions. Ce qui était plus juste que laisser ses émotions à la maison, parce que ça aurait voulu dire qu'il aurait été cérébro-lésé gravement quand même. Et puisqu'il ne savait pas, cet homme tout à fait convaincu de ce qu'il disait, c'est que il a beau masquer ses émotions et avoir été dressé pour, je pèse mes mots quand je dis que c'est du dressage, et du dressage qui remonte souvent à l'enfance, et parfois à la toute petite enfance, mais ça c'est une autre question qu'on développera pas ici, ce serait trop long, mais c'est quand même fort intéressant. Toujours est-il que devoir masquer ses émotions n'exonère pas d'avoir des émotions, les émotions étant inconscientes. On a longtemps cru que c'est comme ça que ça marchait, le travail, qu'il ne fallait pas montrer ses émotions et que si on ne les montrait pas, les comportements seraient rationnels, cartésien, selon la bonne vieille recette française. Alors que 90% de nos comportements sont dictés par nos émotions, qu'on le veuille ou non. Mais il suffit de voir ce que fait la déclaration d'un Elon Musk il y a 4 ans de ça, sur la bourse de New York. Si c'est pas émotionnel, ça. Chez des gens particulièrement rationnels, puisque c'est la grande finance. Elon Musk dit quelque chose comme « je vais vendre toutes les actions de Tesla ». Je crois que c'est quelque chose comme ça. Ou « je vais racheter ». On va dire « je vais vendre ». Il faudra se renseigner. Et là, d'un seul coup, en un jour, la bourse de New York plonge littéralement. Juste sur un petit tweet. Chez quelqu'un de particulièrement cartésien, qui n'a pas d'émotion, et sur des gens particulièrement cartésiens, qui n'ont pas d'émotion. C'était beau. Oui. C'était beau comme démonstration. Et là, il y en a eu des émotions. Ah oui, et en fait, on voit la réaction n'a été dictée que par l'émotion, la peur. C'est ça. Le comportement est la suite de l'émotion, mais ils n'ont pas d'émotion. Ils ne les ressentent pas, c'est différent. Ils ne les ressentent pas. Ils ne les ressentent pas de manière consciente. On leur a appris, et je les plains beaucoup parce que c'est un handicap d'être comme ça. Oui. Mais on leur a appris à se couper consciemment de leurs émotions. C'est du déni. Le déni est une des formes de protection psychique les plus répandues chez les humains, pas pour autant les plus efficaces, puisque en général c'est une bombe à retardement. Mais les moyens de défense aussi sont inconscients. Et les moyens de défense sont souvent inconscients. Donc après les manifestations cognitives, il y a les manifestations comportementales. Dans les manifestations comportementales, la plus observée, c'est le retrait. La personne petit à petit se met en retrait. Quelqu'un qui avait l'habitude de prendre le café avec les collègues, d'aller à la cafétéria à midi manger avec eux, ou au restaurant du coin avec des tickets resto ou que sais-je, petit à petit se replie, refuse les invitations, prétend ne pas avoir de temps, avoir trop de travail. Petit à petit, elle se replie. Donc le repli est quelque chose de très caractéristique. Ce qui est aussi très fréquemment observé, c'est les pré-conflits et les conflits. Des gens qui se parlaient naturellement, qui commencent à ne plus se parler. Ne pas se parler, c'est aussi communiquer. Ou à se parler mal, ne plus se dire bonjour. Ça, c'est un signal très fort. Les gens, quand ils signent pour un contrat de travail, ne signent jamais pour être en conflit avec leurs collègues.
Quand on signe un contrat de travail, on s'engage moralement, sans même se le dire, à travailler avec les collègues et à produire ce qu'il faut produire avec les collègues. Ça coule de source, mais ça va mieux en le disant. C'est un contrat psychologique qui va de soi. Sauf que quand les problèmes commencent et que la personne est en difficulté, ça ne va plus de soi. Et donc, les conflits arrivent. Et dans le milieu de travail, un réflexe que doit avoir le manager, c'est si j'observe un pré-conflit, les prémices d'un conflit entre deux collaborateurs, je dois absolument éviter de me dire « ils s'entendent mal, on va les séparer ». Et je dois absolument me dire quelque chose se passe dans l'organisation, il faut que je les interroge et que on en discute. Donc, le retrait, les conflits, les crises de colère, et le corollaire à la suite, c'est les violences verbales. La violence verbale, ça peut être une indifférence, la violence non verbale aussi, ça peut être une indifférence affichée. Je passe à côté de toi, je ne te regarde même pas. Tu n'existes plus pour moi. Donc ça, c'est violent, c'est une violence. Et après, la violence physique, ça peut aller jusque-là aussi, les bagarres. J'ai le souvenir d'un collaborateur qui avait poursuivi sur le parking de l'entreprise un collègue de son équipe en voiture, donc ils avaient joué au stock car sur le parking. Tous les deux avaient été sanctionnés, mais la mesure la plus vertueuse, enfin la sanction est vertueuse dans ces cas-là. Il faut montrer qu'on agit devant un comportement déviant. C'est déviant d'être violent au travail. Que ce soit clair, et je suis très à l'aise de dire ça. En revanche, la sanction ne doit pas être la seule mesure. On doit aller chercher la cause organisationnelle de ce conflit. Oui. Les autres comportements, les comportements à risque. La personne va avoir tendance à se mettre très en risque. Conduire très vite sur une autoroute, boire beaucoup trop, voire les deux en même temps, fumer plus. Une personne qui buvait très peu d'alcool se mettre à boire tous les jours un whisky le soir en rentrant. On connaît la puissance anxiolytique de l'alcool. C'est le plus puissant anxiolytique qu'on connaisse, mais malheureusement le plus puissant dépressiogène aussi. Et donc c'est un mauvais ami, c'est un ennemi mortel, l'alcool. Mais en l'occurrence, voilà, les conduites à risque ont tendance à fleurir sur des terrains de difficulté comme ça. Et puis les conduites automutilatrices aussi, des gens qui se font mal, qui se mettent en danger délibérément. Voilà, la conduite routière excessive, c'en est un bon exemple. Et puis après, eh bien, il y a les comportements suicidaires, au final. Qui est une forme de retrait définitif. Oui, et je rappelle, je le rappellerai autant qu'il faudra, et chaque fois que j'en aurai l'occasion, quand une personne fait une tentative de suicide, elle ne veut pas mourir. Elle veut cesser de souffrir. Ce n'est pas pareil. Exact. Merci de le préciser. Dans ces situations, et le plus en amont possible, savoir détecter les signaux faibles, et a fortiori les signaux de gravité, comme le dernier que je viens de mentionner, c'est un devoir humain, un devoir de manager, mais d'abord un devoir humain. Et nous verrons comment la prochaine fois. Très bien. Merci Agnès. Je suis ravie d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi Xavier. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. À bientôt. Merci. Revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial de la Minute Humaine. Ce podcast est né de l'envie de construire ensemble des environnements de travail plus humains. Et si ces échanges vous aident à mieux comprendre et surtout à mieux agir, je vous invite à vous inscrire à la newsletter du podcast La Minute Humaine. Vous y trouverez toutes les informations sur ce que nous organisons autour du podcast, des webinaires avec des apports théoriques et surtout des temps d'échange pour poser vos questions au sujet de votre réalité, des formations en présentiel ou en distanciel, des cercles de parole, ainsi que des ressources, articles, livres, médias pour approfondir ces sujets essentiels. L'inscription est gratuite et c'est le meilleur moyen, à mon humble avis, de transformer l'écoute de ce podcast en action concrète. Je suis Xavier Eloi, créateur du podcast La Minute Humaine, accompagné de l'experte en santé mentale au travail, le Dr Agnès Martino-Arbès, qui affirme que la santé mentale est la base vivante de toute organisation qui fonctionne bien. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de faire humain, il n'y a que des êtres humains.